Dimanche particulièrement meurtrier à Sarajevo où les bombardements ont fait au moins 17 nouvelles victimes. Au lendemain de l'attentat anti-turc en Allemagne, Mikhail Gorbatchev, invité de l'heure de vérité sur France 2, se dit convaincu que le fascisme ne passera pas dans la Nouvelle-Allemagne. Ce soir, l'ex-président soviétique est en Bourgogne où il a rejoint François Mitterrand qui a gravi à midi la roche de Solutré comme chaque année à la Pentecôte. Sport toujours, un tapis peut en cacher un autre. Jean-Claude, le frère de Bernard, champion d'Europe de handball avec son équipe de l'OM Vitrolles. Le tennis français n'avait pas connu un tel désastre depuis 15 ans. À Roland-Garros, aucun tricolore en lice après l'élimination cet après-midi de Marie Pierce. Madame, Monsieur, bonsoir. Image aussi dérisoire que pathétique alors que le sang continue à couler dans la capitale bosniaque. 300 personnes environ se sont réunies hier soir pour l'élection de Miss Sarajevo assiégée. Commentaire Françoise Joly. La musique est forte, elle couvre ses paroles parce qu'à l'extérieur de cette salle, c'est le fracas des obus qui se fait entendre. Imela a 17 ans et semble-t-il le plus beau sourire de Sarajevo. La seule arme dont elle use, elle et ses compagnes, pour combattre ce qu'il y a peut-être de plus moche aujourd'hui, cette guerre en Bosnie. Imela a 17 ans, le bonheur éphémère, aucun projet pour l'avenir. Car chaque jour dans la ville assiégée, elle, comme tous ceux qui vivent à Sarajevo, se doivent d'échapper aux tireurs embusqués. Demain, il n'est même pas sûr que je sois en vie. Voilà ce qu'elle dit. Alors hier soir à Sarajevo, ce défilé s'est achevé avec cette banderole « Ne les laissez pas nous tuer ». Pendant ce temps-là, à l'extérieur, les combats continuaient. Les bombardements ont fait au moins 17 victimes supplémentaires pour ce seul dimanche. Selon le porte-parole des Casques Bleus sur place, la situation est explosive. Reportage de nos envoyés spéciaux Jérôme Bonny, Roger Motte et Cyril Pecherick. La guerre avec l'aube, à nouveau au cœur de Sarajevo. Les tirs des défenseurs, les ripostes dévastatrices des artilleurs serbes. Il s'agirait d'une offensive des Bosniaques pour désenclaver la ville en attaquant les positions serbes dans les collines avoisinantes. Après plusieurs jours de mobilisation forcée, les combats ont repris aujourd'hui aux quatre coins de Sarajevo. Combat meurtrier pour l'armée bosniaque. Il y aurait 17 morts et plus de 100 blessés. Beaucoup de militaires parmi les victimes, mais également des civils. Il y a aussi la chance pour certains. On ne sait jamais ce qui se passe. Vous voyez ? Le couple qui habitait ici dormait dans la chambre à côté du séjour. La mort est passée à quelques centimètres. Cela fait 5 ou 6 mois qu'on n'est pas descendu à l'abri. On pouvait rester dans nos appartements. Ce n'était pas si grave. Mais aujourd'hui, on a l'impression que la guerre reprend. Alors que la diplomatie piétine, les habitants courent à nouveau pour leur survie dans les rues de Sarajevo. Il y a aussi ceux pour lesquels le temps est forcément plus long, condamnés à prendre encore plus de risques. L'Allemagne face au ravage de la xénophobie, conscient de sa mauvaise image de marque à l'étranger, le gouvernement de Bonn déploie les grands moyens pour retrouver les auteurs de cet incendie criminel de Solingen qui a causé la mort, je vous le rappelle, de 3 femmes et 2 fillettes turques. Une importante prime a été promise pour tout informateur. Un jeune homme de 16 ans, d'autre part, a été interpellé et il est actuellement entendu intensivement par les enquêteurs. Sur place, 2 manifestations ce matin et cet après-midi ont rassemblé devant la maison calcinée au total plus de 10 000 personnes dans des défilés de deuil mais aussi de colère, criant « les nazis dehors ». Alors quel est l'état d'esprit de la communauté turque vivant actuellement en Allemagne? Réponse avec ce reportage de notre correspondant permanent Pascal Guimier. En plein cœur de Berlin, un petit morceau de Turquie. Grille party au pied du Reichstag, parlement d'empire, monument pompeux dédié au seul orgueil du peuple allemand. Ceci pourrait être une image d'intégration, mais brassard noir, la communauté turque porte le deuil des 5 victimes de Solingen. Certains vivent ici depuis toujours, ils se croyaient bien acceptés, ils pensaient que l'Allemagne saurait les protéger. Ils s'attaquent à des femmes, à des enfants, à des gens sans défense. Ce ne sont que des lâches.
Il nous faut des lois beaucoup plus sévères. Lorsqu'il y a eu l'incendie de Mölln, on nous a dit cela ne se reproduira plus. Eh bien, c'est reparti. Une fois qu'ils en auront fini avec nous, ce sera le tour des Yougoslaves, des Grecs ou bien des Polonais. Vous savez ce qui se passerait en Allemagne si tous les étrangers s'arrêtaient de travailler, si nous faisions grève pendant une semaine? Eh bien, l'industrie allemande, elle s'écroulerait. Ce n'est pas faux. Un seul exemple, sur les chaînes de montage des prestigieuses berlines allemandes, 28% d'étrangers. Petit commerce, restauration, hôtellerie, au total 35 000 entreprises en Allemagne appartiennent à la communauté turque. Bon an mal an, elle investit 25 milliards de francs dans le pays. Aujourd'hui, le gouvernement allemand promet d'employer les grands moyens, récompense de 350 000 francs à qui permettra de retrouver les incendiaires de Solingen, arrestation d'un premier suspect, condoléances officielles adressées à la Turquie, mais des mots plus que des actes. Depuis l'attentat de Mölln, l'hiver dernier, la confiance dans la classe politique allemande est sérieusement ébranlée. Et le débat sur le droit d'asile n'a certainement rien arrangé, n'évoquait pendant des mois que les abus, pratiquer l'amalgame entre réfugiés politiques et économiques, dénoncer l'immigration plus ou moins clandestine, tout cela a certainement fini par produire un effet pervers, celui d'entretenir la xénophobie. Invité de l'heure de vérité sur France 2, Mikhail Gorbatchev a commenté cette inquiétante vague de xénophobie en Allemagne. Écoutez, je vous renvoie à la rencontre avec les responsables de Volkswagen où il y avait 34 000 travailleurs. Et à ce moment-là, il y avait aussi ces incidents racistes en Allemagne. Et j'ai dit ceci, à ce moment-là, je suis convaincu que dans la nouvelle Allemagne démocratique, le racisme et le fascisme ne passeront pas. Et il y a eu une ovation à faire crouler le toit du bâtiment. Et j'espère vivement que le peuple allemand tirera les leçons de tous ces événements et tirera les leçons de son passé, puisqu'il a traversé le nazisme. Il a été tellement difficile de remettre ce peuple sur la voie de la démocratie, sur la voie de la coopération et de la confiance avec les autres pays. Eh bien, la nouvelle Allemagne n'admettra pas tout cela. Au cours de cette heure de Pravda, l'ancien chef de l'État soviétique a également rendu un hommage tout à fait appuyé à François Mitterrand. Et puis, joignant le geste à la parole, Mikhail Gorbatchev est ensuite parti pour Cluny, en Bourgogne, rejoindre précisément le couple Mitterrand. En fin de matinée, la tradition avait été respectée. Le chef de l'État avait en effet accompli, en compagnie de quelques proches et de son labrador baltique, l'ascension de la roche de Solutré, pèlerinage inscrit dans le rite familial de la Pentecôte depuis la fin de la guerre. Reportage de nos spécialistes de l'escalade, Nathalie Saint-Cric et Yves Barbe. Plutôt paisible pour fréquenter toute l'année, le rocher de Solutré s'anime étrangement une fois par an à la Pentecôte. L'ascension est rituelle, la présence de journalistes et de curieux aussi. Après, ça fait un but de promenade aussi, ça fait un but de sortie, quoi. Enfin... Pour voir comment ça se passait. Pas jouer les groupies, mais venir, quoi. Je lui ai dit bonjour, et puis après on l'a suivi, et puis quand il est arrivé dans sa voiture, eh ben il m'a touché la tête comme ça, puis je lui ai dit au revoir. C'est la deuxième fois qu'on vient, et j'ai un petit qui a pris peur de lui, de sa canne et de son chien. Petit, oui. Alors il s'est reculé un petit peu, et maintenant il est habitué, il a dit qu'il adorait le revoir. Parmi les proches du chef de l'État, seule une poignée d'habitués affrontaient ce matin la cohue et l'escalade. Georges Kiechmann, Pierre Berger, Jack Lang, Roger Hanin ou encore Louis Mermaz. Petite expédition d'1h30. À l'arrivée, beaucoup en rêvaient. Seul Baltique, le chien de François Mitterrand l'a fait, se baigner dans le lavoir de Solutré. Suivant un rite immuable, après l'effort, le petit groupe se dirigeait vers une auberge alentour pour se restaurer. Vous aussi? Vous avez du mérite, c'est bien. Et du mérite, il fallait aussi que Jack Lang et Pierre Berger en aient. L'Ascension n'a jamais été leur tasse de thé. Bref, une journée de campagne classique, en famille. La politique, on nous l'a fait comprendre, ce n'était ni le lieu ni l'heure. François Mitterrand se réserve pour plus tard. En ce dimanche de Pentecôte, environ 12 000 jeunes catholiques se sont rassemblés dans les Yvelines autour de Monseigneur Lustiger. Pourquoi ces milliers d'ados ont-ils sacrifié un long week-end de vacances pour un tel rassemblement? Reportage Marc Maisonneuve et Jean-Michel Miller. Au pied de chaque flambeau, un prêtre et celui qui se confesse. Ces enfants qui ont entre 13 et 15 ans doivent avouer leurs péchés pour mériter l'absolution.
Aujourd'hui, l'Église appelle cela le sacrement de réconciliation. Le vocabulaire change, mais on reste fidèle à la tradition de la confession catholique. Ça c'était super, on était tous réunis et d'abord on a révisé les chants, après on a fait la messe. À l'église c'est pareil, mais on a moins l'impression d'être ensemble. Ensemble, le maître mot de cette réunion de 12 000 jeunes venus de toute l'Île-de-France pour parler de Dieu. Quand il m'arrive quelque chose de pas bien, c'est pas pour ça que je doute en mon Dieu, parce que je me dis que c'est pas lui, je sais bien que c'est pas lui qui me fait du mal. À 13 ans, à 15 ans, lucide, sérieux, on réfléchit sur sa croyance religieuse, surtout on s'éloigne de sa famille, de sa banlieue, dans un environnement moins pesant. C'est un lieu de gratuité où il n'y a pas de rentabilité, d'efficacité. Ils sont quand même soumis à une pression scolaire importante. Et voilà, je crois que c'est important aussi qu'ils découvrent ça d'abord. Le cardinal Lustiger prendra garde de n'exclure personne. Il parle à tous ceux qui ont lu le même évangile, celui qui raconte que les apôtres prêchaient grâce à l'Esprit Saint, il y a 2000 ans dans des langues qu'ils ignoraient le jour de la Pentecôte. Donc en réalité, je me sens bien partout. C'est de savoir ensuite quelle est ma mission, c'est ça ma question. Si je suis ici, c'est pas parce que je me sens bien, c'est parce que j'estime que c'est ma mission d'être présent comme archevêque et comme évêque au milieu de ces jeunes, avec un grand nombre de prêtres et d'éducateurs, pour les aider à découvrir ce qu'est la foi et ce qu'est la vie chrétienne. Dans le château des Scouts de France, ces 12 000 enfants ont fait plus que vivre ensemble. Ils ont appris leur appartenance à un groupe. Ici, on dit famille. Celle des catholiques français, peut-être un peu divisée aujourd'hui. De leur côté, plusieurs milliers de catholiques intégristes ont effectué leur traditionnel pèlerinage de Pentecôte de la cathédrale de Chartres à Notre-Dame de Paris. D'autres traditionalistes ralliés, eux, à l'autorité de Rome, ont également parcouru les 105 km séparant les deux cathédrales, mais en sens inverse. En ce dimanche de Pentecôte, pourquoi ne pas parler de PAC, je veux dire du programme actif de qualification et d'emploi. Un programme lancé depuis septembre en faveur des jeunes en difficulté, marginaux ou exclus, afin de les remettre à niveau pour démarrer une vie professionnelle. Exemple d'une réussite à Amiens, avec ce reportage de Nathalie Dolé et Gilles Balbastre. Il faut 6, 48. Ici, on commence par le début, les opérations, le langage et les règles du quotidien. Une cinquantaine de jeunes, entre 16 et 25 ans, apprennent les rudiments de la vie en société, des bases qu'ils ont oubliées ou jamais connues. Être présent tous les jours, soigner son apparence, un contrat pas toujours facile à respecter, mais nécessaire pour la suite. Ils ont tout à fait raison. Quand on va y aller en entreprise, et puis ça va être la même chose. On viendra, admettons, en retard, je sais pas, quand je vais commencer en entreprise, je vais arriver en retard, le patron va me dire, écoutez, vous avez vu à l'heure que vous êtes venu. On a coutume de dire que ces jeunes se souviennent de temps en temps pas plus tard qu'hier et voient pas plus loin que demain. C'est pas la peine de leur donner un objectif à un an qui leur paraît pas très cohérent. Mais une fois que cet objectif est atteint, on en redéfinit un autre et on continue le parcours. C'est une avancée à petits pas régulière, mais on ne passe un objectif suivant que quand le premier est réalisé. D'abord, croire en soi-même. Le sport place les jeunes pour une fois en position de réussite individuelle et collective. On va mettre un tout petit peu plus lourd quand même. Tu penses que là, tu es en train de t'en sortir? Ouais. Mais à cause de quoi, en fait, tu t'en sors? Pourquoi tu ne replonges pas, là? Non, plutôt grâce à quoi? Parce que bravo. Le stage, c'est grâce au stage déjà. J'ai repris confiance en moi. Et puis, bon, on m'aide bien aussi. Toutes les activités sportives de l'année sont payées par les jeunes eux-mêmes grâce à leur stage professionnel. 1 an pour se réconcilier avec soi-même, avec le travail et avec la vie. Cet automne, la plupart d'entre eux signeront un contrat de qualification avec l'entreprise qui les a accueillis. Une garantie pour les jeunes que le CAP qu'ils vont passer intéresse bien un employeur potentiel, un investissement à long terme pour les entreprises partenaires. Football, certes, l'OM est champion de France, mais ce n'est pas très important. Ce qui compte, c'est que Paris 19e a battu Chennevières au tir au but et que Goussainville a battu Versailles 3-2. Ce sont les résultats du championnat intercité organisé par la RATP. Une compétition entre quartiers dit difficile. Pour les footballeurs banlieusards, un seul mot d'ordre, tout faire comme les vrais, les salaires en moins. Reportage Pascal Doucet-Bon et Patrick Deschmecker. Dans une journée comme celle-ci, rien n'est habituel, alors pourquoi s'étonner de l'arrivée de 2 RER à Saint-Étienne? Pour la finale de son désormais traditionnel championnat intercité, la RATP a trouvé là un honnête moyen d'acheminer 800 jeunes tout en faisant sa pub.
Pour les participants, les 6 heures de train n'avaient donc rien de dépaysant, d'autant que l'esprit était plutôt à la concentration et au briefing sérieux. Vous avez du ballon, moi j'ai confiance en vous. Ils ont beau être forts en face, je m'en fous. Moi je m'occupe de mon équipe, je suis entraîneur avec vous et je veux qu'on gagne ensemble. Voiture numéro 3, l'équipe du quartier Jussieu de Versailles prend elle aussi le championnat très au sérieux. Concentration oblige, les joueurs essaient de ne pas trop croiser le regard de ceux de Goussainville, adversaires du jour, apparemment adeptes de la méditation transcendantale. Quant aux supporters versaillais, ils ont choisi de soigner leur image. On s'est fringué comme ça pour donner une bonne impression de la cité, pour pas qu'on nous prenne pour des banlieusards, quoi. Pour faire montrer que Versailles c'est pas que de la merde, quoi. Lui, c'est Karim, arrière latéral de l'équipe de Versailles. Il a un maillot de professionnel, s'échauffe comme un professionnel et pratique la langue de bois des professionnels quand on évoque les pronostics. On a eu des échos de l'autre équipe. Il paraît qu'elle est assez bonne. Écoutez, je ne veux pas me prononcer, je ne veux pas dire de bêtises. Je dirais 50-50. En fait, l'équipe de Goussainville était bien la plus forte, mais on retiendra surtout que le fair play était à l'honneur avec un seul carton jaune distribué dans l'après-midi et que les supporters n'ont pas plus insulté les arbitres que ceux du PSG ou de l'OM un soir de grand match. Quant à Karim, il se souviendra surtout d'un rêve réalisé pour un après-midi seulement. Bon, le souvenir de Geoffroy Guichard, il sera comment alors? Superbe, superbe. J'ai pris des photos, là, il n'y a pas de problème. J'ai embrassé la pousse tout à l'heure, ce sera superbe. Je le rappelais tout à l'heure en plaisantant, je ne devrais pas. L'OM est champion de France pour la 5e année consécutive. Un exploit unique dans les annales du football. Brillante saison terminée par une brillante victoire sur le PSG 3-1 hier dans le stade Vélodrome. Une fête quelque peu ternie par des agissements débiles de quelques supporters parisiens irresponsables. Commentaire Christophe Duchiron. Le football est un jeu, sauf bien sûr quand certains supporters n'ont pas envie de s'amuser. Provocation, violence, supporters en cage, jet de fumigène dans les tribunes, 14 blessés. Le PSG ne mérite pas ses supporters. On a besoin d'un petit peu de réflexion, mais ce seront certainement des mesures aussi dures que la connerie de ceux qui font les gestes que vous avez vus. Le football est un jeu, sauf bien sûr quand les joueurs oublient de jouer. Dans ces moments-là, la violence est souvent trop bien partagée. Le football devient alors une sale petite guerre. Ainsi, le football se fait d'ombre et de lumière. Lumière brillante, éclatante, avec cette fabuleuse action conclue en but par Basile Boli. Un but d'artiste. Quand les joueurs s'en donnent la peine, le football est un jeu merveilleux, presque un art. Marseille, champion d'Europe, a donc battu le PSG 3-1. Marseille, champion de France pour la 5e fois consécutive. Joli palmarès, évidemment. Maintenant, s'il y avait un palmarès de la bêtise, ce match figurerait sans doute dans le haut du classement. 4 jours après la défaite devant Marseille en Coupe d'Europe des clubs champions, le Milan AC et Jean-Pierre Papin se sont consolés aujourd'hui avec un nouveau titre de champion d'Italie grâce à un match nul contre Brescia. Un bonheur ne vient jamais seul dans la famille Tapie. Après Bernard, c'est au tour de son frère Jean-Claude d'être comblé par un titre européen. L'OM Vitrolles a en effet remporté la première Coupe d'Europe de l'histoire du handball français en battant les Hongrois. Alain Vernon. La voici donc cette Coupe d'Europe, la première du handball français. Elle récompense l'OM Vitrolles, vainqueur des Hongrois de Veszprém en finale de la Coupe des Coupes. La folle semaine marseillaise s'achève en beauté après le succès des footballeurs mercredi, présents cet après-midi. Pour l'OM Vitrolles, l'objectif est simple, garder le but d'avance acquis en Hongrie, comme Bruno Bartini garde ses buts. Superbe. Inquiétés jusqu'à la mi-temps, les Marseillais, à l'image du but de Philippe Gardan, ont joué plus en confiance en deuxième période, conservant en permanence 2, 3, 4 puis 5 buts. Mais attention, à ce moment-là, l'attaque française se relâche. Les Hongrois, qui ont l'habitude de bien finir tous leurs matchs en Coupe d'Europe, reviennent à 22-19. Et puis, coup dur également, Frédéric Voll est au sol, il se blesse, de l'inquiétude dans le camp français. Il reste 3 minutes de jeu, 3 buts d'avance, ce n'est pas gagné.
Et puis le pénalty de Thierry Perreux rassure tous les supporters. L'OM Vitrolles l'emporte 23-20 et devient le premier club français champion d'Europe. L'expérience, regardez Richarlison ici, et qui permet à Vol de marquer l'expérience des internationaux, a fait la différence pour les Français et pour les Marseillais. Richarlison, regardez cette expérience avec 2 ralentis. Jackson Richarlison, il est gêné par 3 endroits, il s'arrête de jouer, puis revient dans le trou. Superbe travail de Richarlison qui récompense Marseille, l'OM Vitrolles, champion d'Europe. Au tournoi de Roland-Garros, sombre dimanche pour Mary Pierce, la dernière représentante du camp français, éliminée en 8e de finale par l'américaine Jennifer Capriati, tête de série numéro 6, et cela en 2-7, 6-4, 7-6. Pour la première fois depuis 1978, la France ne sera donc pas présente en 2e semaine de ces internationaux de France qui portent bien mal leur nom. Résumé filmé de l'étape du jour, juste après ce journal. Le marché international du dessin animé s'ouvre mardi à Annecy. Les Français sont les seuls à produire des dessins animés en 3 dimensions, le saviez-vous? En compagnie de Patrice Pellet, petite visite d'une boîte à images qui prépare précisément la série Insector que vous verrez bientôt sur les chaînes publiques. Il aura coûté 28 millions de francs, ce qui fait à peu près 80 000 francs la minute. 3 ans de préparation et une équipe de 20 personnes. Dessinateurs, informaticiens, chez Fantôme Animation, on fabrique des dessins animés 100% français. Ah, par le grand carbone qu'on les assombrit. L'ordinateur est là, bien sûr, et avec lui, on peut presque tout faire. Mais la technique, ça ne suffit pas. Il faut aussi avoir la tête pleine d'idées pour trouver des histoires destinées aux enfants. Grâce à Jean de La Fontaine pour le scénario et Pierre Perret pour le texte savoureusement réécrit, 2e exemple de ce que l'on peut faire ici. Perrette, une belle enfant sur la route fleurie, allait un gros bidon sur son petit caberlot, proposer son lolo aux bouseux du pays. Pas de violence gratuite, pas d'histoire à l'eau de rose, pas de démagogie. Face à l'invasion nippone et américaine, le dessin animé français se démarque totalement. Il faut avoir un peu la politesse aux enfants. Il ne faut pas non plus tomber dedans en disant on va essayer d'aller travailler pour eux, on va faire des jolis nounours dans les bois qui roulent des tartes aux fraises. Je crois que les enfants d'aujourd'hui n'en ont plus besoin. Donc je pense qu'on puisse tous un petit peu aussi dans l'enfant qu'on a été et les histoires qu'on aimerait bien aimer nous raconter, en sachant qu'il faut d'abord les respecter. Après un détour par le Festival du marché international du film d'animation, l'ignoble Crabaud et ses amis seront visibles dans un an sur plusieurs chaînes, dont France 3. Hervette Renault y cante maintenant en ch'ti. L'interprète immortel de Les Béton a donné vendredi soir un concert unique et gratuit en plein air à Oisem, l'un des quartiers populaires de Lille, interprétant toutes ses chansons en ch'timi, le patois du Nord. Parmi les chansons les plus applaudies de Renaud, petit-fils et arrière-petit-fils de mineur et entre parenthèses héros du prochain film Germinal, Tout un haut de stérile ou encore Va donc boire un goutte de jus. Nos reporters, Nathalie Dolé et Gilles Jacquier, ils sont levés de le cahiel tellement ils étaient enthousiastes. Canter pour petits autres. Alors, on va canter un va danser, terre tous. Hey, déjà, j'ai du mal à chanter en ch'timi, alors je vais pas parler en ch'timi en plus. Hein. Et je passe mes vacances tout en haut de stérile. Ça te dit de la chance, et rien jamais pris. C'est donc en chanteur que Renaud est revenu dans le Nord, un retour attendu et espéré depuis que l'acteur avait fini de tourner Germinal, quand il avait découvert les classiques populaires de la région. Oui, j'ai su qu'il avait appris les chansons, mais je l'ai su très tard, oui. Je ne savais pas, il répétait le soir. Et tant pis si l'accent n'est pas parfait, l'important c'est que Renaud vient d'offrir 12 chansons en patois à ce qui est devenu sa famille nordiste, une famille reconnaissante et émue. Pas populaire, très sympathique, c'est tout Renaud. C'est triste, c'est mourant, mais c'est beau. J'ai pleuré, c'est tout. J'ai un cœur sensible, donc ça reste comme ça. Et pourquoi ça vous touche tant? Ouais, parce que je suis poète dans l'âme, je peux écrire.
En 6 mois de tournage, il s'est passé quelque chose entre le tendre chanteur révolté et les dizaines de figurants du film, quelque chose de très fort. À la fin de barbe, on s'est dit rendez-vous. Au moins une fois par an, on doit se voir pendant 100 ans. Et le plus beau, c'est que tout le monde y croit. Fini les forfaits, médecins c'est bien compris. Par 40 ans de fond, mes poumons, yon qui cause. Elle poussière de carbone, un appel de chat, à silicose. Voilà, comme la météo elle disote que le soleil revient demain, je vais nain vous canter, dorme un petit quinquin, dorme un petit rogin parce qu'il pleuvrait du coup. Vers minuit 35, un camarade le fait, un autre ch'ti, vous le retrouvez avec plaisir. Auparavant, mort d'un pourri et Dupont-la-Joie à ne pas manquer. Dans un instant, donc, la météo en compagnie de Sophie Davant, je vous le disote, le soleil sera de retour demain. Bonne soirée à tous et à demain, hein, surtout, et bonne soirée. Hein.